Bonjour Marie-Josée Avenier. Donc vous venez de l'autre bout de la France, spécialement à Lille, pour parler d'un sujet qui nous fascine tous aujourd'hui et qui a d'ailleurs tellement intéressé les auditeurs que votre vidéo sur ce sujet, l'épistémologie, est devenue la première vidéo, la vidéo la plus consultée dans l'ensemble des 500, voire plus, vidéos que nous avons réalisées en 4 ans. Et donc, j'ai trouvé que c'était intéressant de vous inviter à nouveau, d'abord pour fêter ce moment extraordinaire, et cette réussite extraordinaire de votre vidéo versus les 500 autres vidéos, sur un sujet tout de même pas évident, l'épistémologie. Alors, pourquoi se soucier d'épistémologie aujourd'hui? On en parlait un peu pour préparer cette émission, on s'est aperçu que nous n'avions pas tout à fait la même idée. Donc, on va même construire sur ce décalage. Donc, déjà, quelle est votre réponse? Pourquoi se soucier d'épistémologie? Bien, ben, bonjour. Pourquoi se soucier d'épistémologie quand on est chercheur, quand on est manager, quand on est consultant ou même simple citoyen? Eh bien, parce que selon le cadre épistémologique dans lequel on s'inscrit, auquel on adhère, on n'aura pas la même vision de la connaissance, le statut de la connaissance sera différent et la forme des connaissances sera aussi différente. Est-ce que ça n'a aucun effet sur l'action alors? Bien sûr que si. Voilà, c'est ça aussi, c'est même l'action. Parce que... et derrière, la mobilisation, la manière de mobiliser les connaissances, effectivement, sera différente. Alors, je ne sais pas si vous voulez que j'élabore un petit peu sur... Alors, donc, finalement, pourquoi s'intéresser à l'épistémologie et pourquoi c'est tellement important dans la manière de construire la connaissance et peut-être donner quelques exemples d'approches épistémologiques différentes parce que ça donnera à voir de manière concrète ce dont on parle. Les différents types de volailles, en quelque sorte, dont on parle. D'accord. Donc, je vais proposer 4 cadres différents. Un cadre néo-positiviste, le cadre réaliste critique, le cadre constructiviste pragmatique et le cadre interprétativiste. D'accord. Alors, si on se situe dans le cadre néo-positiviste... Qui est le plus général. En fait, c'est un peu l'eau dans laquelle le poisson nage. Le poisson dominant. Le poisson dominant. On est dans le mainstream. Et très souvent, les gens qui sont dans ce cadre-là ne veulent même pas entendre parler d'épistémologie parce que justement, ils ne veulent même pas qu'on les questionne sur leur épistémologie. Pour eux, c'est une évidence. Ils sont dans l'eau. Voilà. Elle reste complètement implicite. Voilà. Alors, dans ce cadre-là, on va chercher des régularités. Des régularités, des configurations qui reviennent tout le temps. Voilà. Si on est... Et on va les objectiver, alors. On va dire qu'elles représentent le monde tel qu'il fonctionne. Voilà, c'est ça. Alors, je vais prendre peut-être, vous me dites de prendre des exemples, je vais prendre un exemple qui parle à tout le monde, la traversée d'un carrefour routier. De manière... En plus, avec les gilets jaunes, en ce moment, bon, effectivement, mais bon, là, je parle de carrefour non occupé. Non occupé. Si vous êtes dans un cadre néo-positiviste, vous allez chercher des régularités en étudiant le flot des voitures qui s'arrêtent au feu rouge, qui passent à l'orange ou s'arrêtent, et qui passent au feu vert, qui s'arrêtent au feu rouge. Et avec un travail statistique, vous allez repérer combien de personnes, en moyenne, franchissent l'intersection au feu rouge, au feu vert, au feu orange, et combien s'arrêtent. Et en fonction de ça, vous allez dire, eh bien, écoutez, voilà, ça va être votre conclusion. Ça va être votre conclusion. Vous savez que... Et donc, est-ce qu'il faut mettre des gendarmes? Parce que finalement, il faut une sanction, puisque les gens, peut-être, ne respectent pas en moyenne les feux. Si vous êtes dans le réalisme critique, vous allez identifier des mécanismes générateurs qui gouvernent l'action des automobilistes en contexte. Le contexte, c'est la visibilité
à l'intersection, c'est l'heure du jour et de la nuit, c'est le lieu géographique. Si vous êtes en Suisse, en France, au sud de la Méditerranée, la culture ambiante. Voilà. Et alors, ces mécanismes générateurs, vous allez les identifier comment? Vous allez l'identifier en allant voir la littérature en matière de sécurité routière, en matière de comportement des acteurs en situation risquée. Enfin, il y a diverses littératures qui peuvent vous informer et vous allez peut-être trouver que finalement, ce qui gouverne le comportement des automobilistes sans les déterminer, chacun a quand même un libre arbitre, c'est le désir de sécurité, c'est la peur des sanctions et le désir de rapidité. Voilà, franchir l'intersection rapidement. Et là, ça s'appelle comment? Ça s'appelle des mécanismes générateurs. Oui, mais le mode épistémologique? Le réalisme critique. Le réalisme critique. Oui. Alors peut-être c'est intéressant on essaie de construire une réalité. En fait, on travaille sur la réalité, on en critique, on en déconstruit la logique en quelque sorte. Alors c'est un peu non, en fait, l'idée du critique, c'est pas du tout dans ce sens-là. C'est une façon, donc on parle de réalisme, donc on postule qu'il existe un réel tel qu'il est en lui-même, et on dit critique pour différencier de ce qui se passe dans les sciences de la nature. Quand on est dans le cadre des sciences sociales, les phénomènes sont complexes parce qu'il y a de l'humain, il y a des désirs, des intentions. Il y a de l'intention, il y a de l'intention, et puis des phénomènes contextuels. Voilà, c'est ça. Donc, dans le réalisme critique, on va étudier en fonction d'un certain nombre de contextes comment s'activent ces mécanismes générateurs. D'accord. Et après, la mobilisation des connaissances, c'est de dire, eh bien finalement, dans tel contexte, on a trouvé que les automobilistes s'arrêtent bien au feu rouge, ils respectent les feux à la lettre, donc pour les automobilistes, quand ils se présentent à un carrefour, si le feu est vert, ils peuvent franchir en toute sécurité. Voilà. Alors peut-être, comme la vidéo est assez courte, allons maintenant au troisième. Le troisième, donc je vais parler du constructivisme pragmatique. Le constructivisme pragmatique va chercher des régularités, un peu comme dans le cadre néopositiviste, mais il ne va pas considérer que ces régularités constituent une représentation iconique de ce qui se passe. C'est seulement des repères. Oui, c'est ça. Donc après, à mobiliser avec précaution. D'accord. Donc, a priori, dans telle culture, pendant la journée... On contextualise, en fait, c'est un mix des deux, un peu. Voilà. On fait du quali et du quanti en même temps, dans le troisième. On ne fait pas de quanti, non. On observe et après, on va tester les connaissances qu'on a développées en regardant si effectivement les acteurs se conforment bien en pratique. À une hypothèse, à une théorie à ce moment-là. Il y a un référentiel théorique en quelque sorte. Voilà, on a construit une théorie. Exactement, une théorie et qui va guider l'action. Qui va guider l'action. L'action, donc c'est, eh bien, si la nuit, les automobilistes en France ne respectent pas forcément très bien les feux s'il n'y a pas de radar ou de gendarme, donc franchir les feux avec beaucoup d'attention, bien ralentir. Voilà ça s'appelle, rappelez-le à nouveau. Le constructivisme pragmatique. Pragmatique. Et alors, maintenant, le quatrième, parce qu'à chaque fois, c'est un peu plus complexe. Alors, le quatrième, alors voilà. C'est des millefeuilles de plus en plus. C'est l'interprétativisme. Et dans ce cadre épistémologique, on ne cherche pas des régularités, on cherche comment chaque acteur individuel construit du sens à la situation. Alors, que représentent pour lui des feux de circulation? Alors, dans certains pays, on trouve, c'est une option. Et c'est même au-delà, Personne ne respectant les feux, il ne faut surtout pas les respecter soi-même parce qu'on va créer un accident. Voilà, donc chercher la construction de sens. Et en fait, pour comprendre une situation, finalement, il est intéressant de regarder ce que les différents cadres apportent comme connaissances et essayer de les intégrer. Alors, il y a deux cadres qui permettent d'intégrer, le réalisme critique et le constructivisme pragmatique, qui permettent d'intégrer des connaissances qui viennent
de chacun des autres cadres, en les réinterprétant en fonction du cadre. Alors comme mécanisme générateur s'activant dans un certain contexte, si on est dans le réalisme critique, ou comme repère à recontextualiser dans l'autre. Alors, en quoi cela est si important, même pour un citoyen, pour n'importe qui aujourd'hui? Parce que c'est un peu, en fait, sa manière de guider sa vie, non, en fait, qui se joue derrière ça. Parce qu'en fait, même, on pourrait dire que la question politique, enfin, c'est au sens noble du terme, se pose en termes d'interprétation épistémologique, puisque l'action n'a pas le même sens dans ces différents paradigmes, justement. Et même dans une relation personnelle ou interpersonnelle, sans parler même de citoyen, si implicitement une personne s'inscrit dans un cadre néopositiviste, il va penser, ou elle, cette personne, va penser qu'elle détient la vérité. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, elle adhérera à cette vérité et toute idée différente, toute représentation différente lui paraîtra fausse. Si on est dans l'interprétativisme, l'opposé du continuum, le dialogue devient beaucoup plus facile. Alors, plus facile, oui et non, parce qu'on peut déconstruire la manière dont l'interlocuteur construit du sens à ce sur quoi on est en train d'échanger. Donc, on n'arrivera pas forcément à la même vision, à un consensus sur la manière de voir la situation, mais il y aura une sorte de respect de la façon de l'autre. Oui, c'est ça. Oui, oui. Ouais. Ce qu'on retrouve aussi dans le constructivisme pragmatique. On sait qu'on ne détient pas la vérité. C'est pas les mêmes époques aussi, ces paradigmes, ils apparaissent pas là. Est-ce qu'il y a une question un peu comme les styles en art d'époque? Parce que est-ce que finalement, ça ne fait pas référence à des moments historiques très précis dans l'évolution de la pensée humaine? Alors, je n'ai jamais réfléchi sous cet angle-là, mais ce que j'observe, moi, dans le domaine des sciences du management, et même dans le domaine des sciences sociales, c'est que le positivisme et le néopositivisme ont régné en maître pratiquement jusqu'à maintenant. Et c'est à partir des années 90 que le constructivisme pragmatique, le réalisme critique et l'interprétativisme ont émergé et ont commencé à se diffuser. Donc, c'est plutôt concomitant. On a eu une ouverture des cadres épistémologiques solidement conceptualisés. Ces 4 cadres dont je vous parle sont solidement conceptualisés. C'est pas... Alors, justement, ça c'est très intéressant. Pourquoi dans les années 90 est-ce que ça a à voir directement avec, selon vous, parce qu'au même moment est diffusé massivement un certain nombre de philosophes comme Gilles Deleuze ou des gens comme Derrida, etc. Enfin, toute l'école, d'ailleurs, qu'on pourrait dire de Vincennes, enfin, on n'utilise pas ce terme-là, mais enfin, il se trouve qu'ils étaient Derrida, Gilles Deleuze, ils étaient à Vincennes, etc. Et effectivement, alors Foucault n'était pas à Vincennes, lui, mais on a effectivement un corpus de philosophie qui commence à déconstruire la modernité et qui ouvre ce qu'on a appelé le postmodernisme. Le postmodernisme. Alors, est-ce que vous pensez que, par exemple, cette question d'ouverture épistémologique, elle est directement liée au postmodernisme, ce qui expliquerait aussi peut-être d'ailleurs des aléas dans la manière dont c'est réintégré aujourd'hui dans le monde académique contemporain? Alors, en ce qui concerne le constructivisme pragmatique, il a ses sources très anciennes, notamment chez Vico. D'accord. Donc, qui était un contemporain ou un petit peu avant Descartes. Alors là, on est dans une racine très ancienne de gens qui cherchaient, un peu comme d'ailleurs les anglo-saxons, le pragmatisme anglo-saxon. Exactement. Enfin, il y a tout un courant assez peu vulgarisé en France, mais qui était important au début du XXe. Ouais. Au début du XXe. Et après, c'est Piaget qui a insufflé ça dans les années 60. Donc, ce n'est pas vraiment lié au postmodernisme. Mais pour l'interprétativisme, oui. On est vraiment héritier de Derrida, Deleuze dans ce cadre-là. Et le réalisme critique, je pense que c'est une réaction aux excès du néopositivisme qui a incité Bhaskar à rester dans le réalisme, il existe un réel tel qu'il est en lui-même, mais et de poser que la connaissance qu'on peut avoir
est influencé par les concepts de l'époque, la culture de l'époque. Alors, il ne va pas jusqu'à dire à l'expérience qu'on a du phénomène, mais on n'est pas loin. Il y a un relativisme de la connaissance. Il y a aussi tout le courant en anthropologie de Lévi-Strauss et tout ça qui joue tout de même beaucoup là-dedans. Et il y a aussi la critique qu'on va faire de enfin, il y a la déconstruction au début, à la fin du XXe siècle, de l'idéologie du progrès et de la modernité face à une historicité qui tout de même pose des questions à ce sujet. Oui, exactement. Merci beaucoup Marie-Josée, et nous allons dans une prochaine vidéo explorer un nouveau sujet, toujours dans le thème de l'épistémologie. À très bientôt.